La vérité sombre sur Hermès est plus dangereuse qu'elle n'en a l'air, car son pouvoir n'a jamais résidé seulement dans la vitesse, mais dans le calme avec lequel il fait traverser l'impossible à travers le monde sans demander la permission. Parmi les dieux de l'Olympe, peu semblaient aussi légers qu'Hermès, mais presque aucun ne cachait une part aussi difficile à mesurer. Avant de devenir messager, guide et seigneur des chemins, Hermès naquit entouré de silence, de pierres et de secrets. C'est loin de l'éclat central de l'Olympe, dans l'abri discret de Maïa, que le dieu le plus rapide du mythe vint au monde. Même nouveau-né, Hermès ne semblait pas fait pour le repos, car ses yeux couraient déjà plus vite que son propre berceau. À peine avait-il respiré son premier jour qu'il portait déjà en lui quelque chose d'inquiet, comme si naître était trop peu pour celui qui voulait franchir les limites. Maïa tenta de garder l'enfant à l'abri dans la montagne, mais certaines natures refusent de rester petites bien longtemps. Le jour même de sa naissance, Hermès se mouvait déjà avec trop de ruse pour un enfant et trop de calme pour un innocent. C'est alors qu'il quitta la caverne en secret, non comme quelqu'un qui fuit, mais comme quelqu'un qui comprend déjà que le monde est fait pour être mis à l'épreuve. Dehors, chaque pierre semblait l'inviter à avancer, comme si les routes reconnaissaient déjà en lui leur futur seigneur. Mais Hermès ne sortit pas en quête de gloire, seulement d'opportunité, car son premier élan était déjà plus rusé qu'héroïque. Au loin, appartenant à l'éclat discipliné d'Apollon, un troupeau divin paissait sous le soleil comme s'il était intouchable. À cet instant, Hermès fit ce qu'il ferait bien d'autres fois dans l'éternité. Il vit une règle et ressentit le désir de la plier. Trop petit pour effrayer et trop rapide pour être prévu, il descendit la pente comme une idée dangereuse en train de prendre forme. Sans force brutale, sans menace visible et sans la moindre hâte, Hermès toucha l'impossible pour la première fois par le pur génie. Il vola le troupeau d'Apollon dès son premier jour de vie, et il le fit avec la sérénité de celui qui était déjà né intime avec la tromperie. Mais il ne suffisait pas de prendre, il fallait effacer, et c'est là que l'esprit d'Hermès se révéla plus tranchant que son apparence ne le laissait supposer. Pour troubler ceux qui viendraient derrière lui, il inversa les traces, changea le chemin et fit en sorte que la vérité semble marcher dans la mauvaise direction. Hermès était encore un bébé aux yeux du monde, mais il savait déjà manier l'une des armes les plus dangereuses du pouvoir, la confusion. À la tombée du soir, il avait déjà parcouru plus de distance que bien des hommes n'en traverseraient en plusieurs jours, comme si le monde s'ouvrait devant sa volonté. Quand il revint à la caverne, Hermès n'apportait pas seulement le fruit du vol, mais aussi la preuve silencieuse que sa nature n'entrerait jamais dans des formes ordinaires. Maïa vit son fils revenir entouré de silence et pressentit qu'il y avait en lui quelque chose de bien plus ancien que l'enfance. Il n'y avait ni sang ni ruine ouverte, et pourtant l'obscurité d'Hermès commençait déjà à apparaître dans le plaisir élégant qu'il prenait à défier l'ordre. Chez Hermès, la menace ne naissait pas d'une violence aveugle, mais d'une intelligence capable de sourire, tout en déplaçant le monde hors de sa place. C'est pourquoi, avant même de recevoir une fonction sur l'Olympe, Hermès était déjà dangereux, parce qu'il comprenait bien trop tôt comment franchir les limites sans demander la permission. La vérité sombre sur Hermès commençait là, à l'instant où un dieu nouveau-né prouvait que la ruse aussi peut être une forme de pouvoir terrifiante. À l'aube, la disparition du troupeau sacré courait déjà à travers les champs comme une insulte impossible à accepter. Pour Apollon, ce n'était pas seulement une perte, mais une offense directe à la lumière, à l'ordre et à l'autorité de son propre nom. Il suivit les signes laissés sur le sol, mais chaque marque semblait se moquer de la logique, comme si la piste elle-même avait appris à mentir. Plus il avançait, plus Apollon comprenait qu'il n'affrontait pas un voleur ordinaire,
mais un esprit trop jeune pour exister et trop habile pour être ignoré. Sur la trace inversée de la ruse, la lumière d'Apollon fut conduite jusqu'à la caverne où Maïa tentait encore de protéger l'impossible. Là-dedans, Hermès ne semblait déjà plus seulement un enfant précoce, mais un secret vivant qui attendait le bon moment pour sourire. Quand Apollon l'accusa du vol, Hermès répondit avec larmes qu'il maîtriserait mieux que n'importe quelle lame. La parole façonnée avec calme. Il était difficile de soutenir l'accusation devant un nouveau-né, et Hermès le savait avec la sérénité déconcertante de celui qui comprenait déjà le théâtre du pouvoir. Maïa tenta de défendre l'abri de la montagne, mais même elle voyait que son fils ne resterait pas longtemps dans le rôle de l'innocent. Ne pouvant défaire ce nœud par la seule logique ordinaire, Apollon porta le différend là où même les dieux devaient répondre, devant Zeus. Hermès se rendit au jugement sans peur, car il existe des esprits qui entrent au centre de l'autorité comme on entre dans un chemin de plus à explorer. Devant le roi des dieux, Apollon présenta sa fureur. Devant ce même trône, Hermès présenta un calme trop grand pour être digne de confiance. Zeus vit dans son fils nouveau-né non seulement l'éclat de l'intelligence, mais aussi le danger d'une ruse tombée trop tôt amoureuse d'elle-même. Même ainsi, Hermès ne baissa pas les yeux, car certaines natures préfèrent négocier avec le pouvoir plutôt que de se recroqueviller devant lui. Quand la vérité commença à apparaître, elle ne vint pas comme une honte, mais comme la démonstration d'un talent trop rare pour être simplement puni. Hermès avait volé, caché, semé la confusion et soutenu le tout avec un calme si raffiné que le crime lui-même semblait presque devenir un art naissant. Mais c'est là, au cœur du jugement, qu'Hermès fit quelque chose de plus surprenant encore. Il transforma l'attention en accord. Avec l'ingéniosité entre les mains et la musique naissant de l'improbable, il offrit à Apollon non pas une excuse, mais quelque chose d'assez nouveau pour mériter le pardon. Apollon vit dans ce présent non seulement la beauté, mais aussi la preuve troublante qu'Hermès était capable de créer avec la même facilité qu'il désorganisait. Ainsi, le vol ne se termina pas en ruine, mais en échange, et la ruse d'Hermès commença à trouver sa place parmi les puissances de l'Olympe. Pourtant, le côté sombre d'Hermès ne disparaissait pas, car son éclat continuait de naître du plaisir de traverser ce qui semblait interdit. Hermès n'était pas sombre comme un tyran, ni brutal comme une bête, mais dangereux comme toute intelligence qui apprend trop tôt à entrer et sortir des frontières. C'est peut-être pour cela que Zeus ne l'écrasa pas, parce qu'il comprit que certains dons ne naissent pas pour obéir complètement, mais pour relier des mondes qui ne se toucheraient jamais d'eux-mêmes. L'enfant, qui avait commencé la journée en volant un troupeau, l'a terminé déjà reconnu comme quelque chose de plus grand, une force capable de mettre l'invisible en mouvement. La vérité sombre sur Hermès demeurait vivante, car son pouvoir ne résidait pas seulement dans la vitesse, mais dans l'élégance avec laquelle il rendait l'impossible naturel. Après ce jugement, Hermès cessa d'être vu comme un enfant impossible et commença à être traité comme une force s'échappant par les fissures mêmes de l'Olympe. Plus il s'élevait parmi les dieux, plus Hermès comprenait que toute route cache toujours plus d'une direction. Tous les chemins ne menaient d'eux pas au temple, aux montagnes et à la lumière, car certains s'ouvraient là où même les dieux préféraient te parler plus bas. C'est ainsi qu'Hermès découvrit que son domaine n'était pas seulement le mouvement, mais la traversée entre le clair et l'obscur. Là où les autres reculaient devant la limite, Hermès avançait avec la sérénité inquiétante de celui qui est né pour la franchir. Sur les routes de la Grèce, les voyageurs commencèrent à demander sa faveur avant de partir, car ils savaient que la route a des yeux et des dangers invisibles. Les marchands lui demandaient de la chance, les messagers demandaient la vitesse, et même les voleurs murmuraient son nom avant d'agir dans l'ombre. Et cette double dévotion disait plus sur Hermès que n'importe quel hymne, car il était invoqué autant par la nécessité que par la ruse. Hermès
ne rejeta aucun de ces deux côtés, car il comprit tôt que le monde avance autant par les intentions nobles que par les désirs tordus. Son caducée cessa d'être seulement un symbole et devint une baguette subtile capable d'ordonner le chaos sans détruire le conflit. Mais la fonction la plus sombre d'Hermès restait encore à naître, loin des routes ordinaires, de la musique et de l'éclat ouvert du jour. Quand la vie s'éteignait en silence, quelqu'un devait conduire ce qui restait par des chemins que les vivants ne pouvaient suivre. C'est ainsi qu'Hermès entra aussi dans le royaume de l'adieu, non comme juge, mais comme guide pour ceux qui ne pouvaient plus revenir. Dans cette obscurité silencieuse, sa légèreté ne disparaissait pas, mais apprenait à marcher avec plus de soin qu'elle n'en avait jamais eu besoin dans la lumière. C'est là que sa vérité la plus dangereuse apparut tout entière, car Hermès pouvait toucher la peur sans lui appartenir. Pendant que le monde dormait sans le savoir, Hermès traversait des passages que peu de dieux supporteraient de voir de près. Et chaque fois qu'il revenait de ces traversées, Hermès retournait sur l'Olympe avec plus d'éclat dans les pieds et plus d'ombre dans les yeux. Maïa fut peut-être la première à comprendre que son fils n'appartenait plus seulement à la montagne, ni seulement à la lumière. Apollon aussi vit ce changement et comprit que la ruse d'Hermès n'était plus seulement espièglerie, mais fonction nécessaire entre des ordres qui ne se rencontrent jamais. Entre la prière et le vol, entre le message et le silence, entre la vie et l'adieu, Hermès occupa le centre où personne d'autre ne pourrait tenir. C'est pourquoi son obscurité n'a jamais été une simple méchanceté, mais une liberté trop vaste pour être entièrement sûre. Celui qui ne voit que le messager souriant oublie qu'Hermès connaît aussi les chemins sans retour et ne tremble pas devant eux. Sa vérité la plus sombre se trouve peut-être précisément là, dans l'élégance avec laquelle il traverse ce qui, pour les autres, sera toujours un abîme. Hermès ne détruit pas le monde comme un tyran, mais le déplace avec assez de délicatesse pour que le changement paraisse presque trop naturel. La vérité sombre sur Hermès est plus dangereuse qu'elle n'en a l'air, car son pouvoir n'a jamais résidé seulement dans la vitesse, mais dans le calme avec lequel il fait traverser l'impossible à travers le monde sans demander la permission. Si cette histoire vous a tenu jusqu'ici, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer de la suite.